Mesdames et messieurs, bonjour. J'ai le plaisir de recevoir sur le plateau de votre émission Europe-Afrique M. Loïc Tribault-Laspierre, directeur du Centre d'études et de prospective stratégique à Paris, pour nous parler des défis de l'Afrique d'aujourd'hui. M. Tribault-Laspierre, bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation. C'est un plaisir. Alors, je voulais vous demander d'emblée, parce que c'est un peu énigmatique pour le téléspectateur, qu'est-ce que le CEPS et quelles sont ses missions? Est-ce que c'est une société de pensée humaniste, comme je crois le savoir? C'est effectivement une société de pensée humaniste qui a pour elle la discrétion et la durée. CEPS, c'est 35 ans d'existence, c'est 1200 décideurs, 50 nations. C'est un statut juridique d'association et un statut social d'ONG. Et nous sommes une société de pensée singulière puisque nous sommes une ONG politique. Nous considérons que la société civile doit s'inviter dans le débat. Et si une démocratie s'incarne par un exécutif et un législatif, ce n'est plus totalement une démocratie. Les hommes et les femmes qui décident de se réunir pour influer ont vocation à contribuer à une nouvelle façon de décliner la démocratie. Sachant que nous sommes répertoriés officiellement auprès de 5 organisations internationales. L'OCDE, l'Union européenne, bien sûr l'OCDE, bien sûr l'UNESCO, l'OIF et le Conseil de l'Europe. Donc nous avons déjà une vocation internationale que nous exprimons à travers nos délégations et surtout la clarté, la pertinence de nos propos. Alors, lorsqu'on dit ceci, mais qu'est-ce que ça veut dire? Nous sommes là pour détecter les signaux faibles, c'est-à-dire voir en quoi il va y avoir des ruptures, et émettre soit des critiques, soit des propositions. Le temps politique est un temps qui, dans le fond, est assez court et qui est assez peu visionnaire, et force est de reconnaître souvent que la fonction publique est rivée dans ses habitudes. Donc, nous sommes là pour souligner des choses qui pourraient tout simplement évoluer et qu'on ne voit pas. Mais dans un rôle de consultance, alors, pour les gouvernements ou pour des entreprises? Alors, pour nous, est aussi important un État, c'est-à-dire le monde public, que le monde privé. Nous ne faisons pas de différence, sachant que le monde politique et le monde public n'est que la résultante de choix privés. Et il faut rappeler qu'une démocratie, s'il n'y avait pas le secteur privé, les États n'auraient pas les moyens de leur politique. Donc nous essayons de rappeler un certain nombre de choses de bon sens. Par rapport à ceci, notre organisation, depuis 35 ans, pratique l'autofinancement par les cotisations de ses membres et par les partenariats divers et variés que nous pouvons avoir, ce qui nous accorde une autonomie et le fait de pouvoir nous saisir de différents grands sujets. Alors, vous parliez politique et acteurs privés, économiques. Je vous ai lu et vous disiez la politique court désormais derrière les acteurs économiques. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? J'entends par là, c'est qu'un politique, en général, se perd en conjecture. Un politique, il est pris par son occupation de terrain et il est pris par souvent les effets de mode. Il se perd notamment dans de vains discours et il n'a plus la capacité à savoir, je dirais, prendre de la distance. Mais peut-on lui en vouloir? Lorsqu'on regarde notre personnel politique globalement en Europe, il est sous-staffé. Nous avons sans doute trop de députés, trop de sénateurs, il en faudrait sans doute moins, mais avec des équipes à leur côté, c'est-à-dire le fait d'avoir 5-6 collaborateurs qui puissent leur permettre tout simplement d'avoir de vraies politiques et de vraies décisions. De surcroît, on voit au niveau des différentes assemblées parlementaires, les propositions de loi sont faites par des professionnels qui sont en général des administrateurs. Donc on se fait une idée de la démocratie, mais qui n'est peut-être pas tout à fait saine. Et dont les modèles que nous connaissons ici en Europe et en Belgique en particulier ne sont pas non plus exportables comme on l'a souvent cru et sans tenir compte des spécificités locales, notamment en Afrique. Mais exactement, vous savez, il y a cette espèce d'arrogance de considérer qu'on peut tout faire. Mais il faut toujours souligner ceci, ce n'est pas parce qu'on décide de faire le bien qu'on fait bien les choses. Et souvent, on est en égarement pour les autres. Comment jugez-vous, puisque vous savez que notre émission s'appelle Europe-Afrique, le mouvement de démocratisation sur le continent africain?
C'est un mouvement qui est sporadique, c'est en fonction des circonstances. Ce qui est intéressant, c'est de voir que dans un certain nombre d'États, certains chefs d'État ont pris conscience qu'en fonction de la Constitution, ils devaient passer la main, et c'est une bonne chose. Il est à souligner aussi ce qu'a apporté la Fondation Mbo, incitant notamment les politiques à sortir, et s'ils respectaient, ils pourraient même être subventionnés. C'est peut-être choquant, mais je pense que ça répond à un vrai besoin. Ce qui amène à une réflexion de fond, arrêtons de transposer ce qui nous paraît bien pour les autres. Il faut parfois, de temps en temps, des régimes qui puissent avoir une certaine force dans des contextes économiques qui sont assez tendus. Et lorsque vous discuterez avec des populations dans différents territoires d'Afrique, on leur dit « mais la démocratie et la liberté », ils vous répondront « et le steak ». Donc il faut penser aussi à la chose alimentaire et la vie au quotidien. Nous, comme nous sommes des peuples un peu gavés, nous pensons à la liberté en oubliant que parfois la famine est prenante. Est-ce que vous allez jusqu'à considérer que parfois il vaut mieux quelqu'un qui est un petit peu despotique, je dirais, mais qui est très éclairé à la tête d'un pays en transition vers la démocratie, plutôt que de basculer directement dans des régimes très démocratiques, électoralement parlant, comme chez nous? Alors, je répondrai à la question que vous n'avez pas posée, mais que vous allez me poser. On peut concevoir une démocratie si vous avez un certain nombre d'ingrédients. D'abord, si vous rentrez dans une politique de développement économique mature, c'est-à-dire si vous avez dépassé le stade de la vente de la rente, c'est-à-dire si vous êtes dans un niveau d'industrialisation, un niveau de développement qui vous permet d'acquérir des cadres et surtout de faire émerger une classe moyenne. Vous savez, on n'a jamais vu une démocratie sans classe moyenne. Est-ce qu'aujourd'hui, quels sont les pays africains que vous metteriez, je dirais, un peu en exergue sur le plan de la démocratie, ou en tout cas de la bonne gouvernance et du développement du tissu économique, notamment via les PME? Tout d'abord, le Maroc. C'est indéniable. C'est indéniable. Vous avez au Maroc une politique d'expansion économique. Vous avez, ce qui est pour moi un signal fort, des jeunes élites qui reviennent pour s'atteler dans l'économie de ce pays. Donc la diaspora, quoi. Exactement, la diaspora revient, mais la diaspora d'élite. C'est-à-dire, elle ne considère pas qu'elle va avoir une perte de chance. Et ceci est important. Deuxième point, c'est lorsque vous voyez des sociétés majeures qui viennent s'installer. Et des sociétés majeures, je dirais, température et signal faible. Je pense aux grands cabinets conseils, aux cabinets d'audit, je pense à des McKinsey, à des EY, à des Mazars, ce qui montre qu'il y a quelque chose qui émerge. Et si vous avez des cabinets conseils qui viennent, c'est que parce qu'il y a du métier à traiter dans cet État. C'est-à-dire qu'il y a une diversification économique, il y a des apports industriels et financiers. Donc ça, c'est intéressant. Alors, mis à part ça, dans l'Afrique subsaharienne, il y a eu un développement, qu'on le veuille ou non, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, c'est indéniable. Le Nigeria, à son niveau aussi, bien qu'il ait des graves problèmes démographiques et urbains. Mais vous avez la chance d'avoir de l'énergie fossile. Bien sûr, il y a la chance effectivement d'avoir de l'énergie fossile, mais vous avez comme ceci un certain nombre, je dirais, d'États qui ont aussi émergé. Puis vous avez des États qui restent cruellement en panne et qui, ce qui est surprenant, ont une capacité, comment dire, d'importance de la rente qui ne savent rien en faire. Et que diriez-vous d'un État comme le Ghana ou comme le Rwanda? Alors, le Ghana, voilà, c'est aussi un bon exemple que j'aurais pu citer tout à l'heure, effectivement. Le Rwanda, voilà aussi un exemple qui est surprenant. Voilà un pays qui, comment dire, a connu une opposition des fratricides entre Hutus et Tutsis, qui a connu un génocide et qui se remet d'aplomb sous l'impulsion d'un homme, certes très autoritaire, mais qui a su se montrer exemplaire.
Ce qui est intéressant, c'est de voir dans les baromètres d'experts internationaux, on est tombé sur un taux de prévarication quasi nul. Donc il y a un véritable engagement. Le chef de l'État a su s'impliquer aussi dans ce don au quotidien. Et on voit un développement économique, on voit une industrialisation et surtout un engagement des populations. Une propreté, une lutte contre les plastiques. Enfin, je dis, il y a des tas de choses qui se passent dans ce pays qu'on ne voit pas dans les autres pays. Bien sûr, mais lorsque vous avez une volonté d'engagement, lorsque vous avez une vision, elle se décline à tous les niveaux. Alors, nous avons beaucoup de téléspectateurs en Afrique de l'Ouest aussi, donc pourquoi la francophonie. Et je crois que vous êtes un grand adepte de la francophonie. Que peut faire la francophonie pour l'Afrique ? Alors, la francophonie, d'abord, il est à souligner, d'abord, l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, est l'une des rares organisations où le multilatéralisme est pratiqué. On s'aperçoit que de plus en plus dans les organisations internationales, sous la pression entre autres des Américains, mais d'autres acteurs, c'est devenu difficilement possible. Là, vous êtes sur un concept, qu'on le veuille ou non, où les parties peuvent s'exprimer. Ça, c'est le premier élément. Donc, c'est une organisation multilatérale. Le deuxième point, la francophonie, c'est un état d'esprit, c'est une culture. Mais une fois qu'on a dit ceci, on doit aller plus loin. Et aller plus loin, il serait temps que dans cette dimension-ci, il puisse y avoir une vision économique et sociale. Économique et sociale. Et il devrait y avoir, selon nous, le fait, c'est qu'il puisse y avoir des tissus économiques beaucoup plus forts entre les parties prenantes à la francophonie. N'oublions pas qu'aujourd'hui, la langue francophone est la deuxième au monde. Dans les 20 ans qui viendront, il y a de fortes chances que ce sera la première langue au monde. Mais en fait, ce que vous voulez dire, c'est que ça ne doit plus se limiter à disons une fusion de type linguistique et culturel. Il faut aller... Alors, si ce n'est que linguistique, c'est intéressant, mais c'est sociologiquement daté. Si on parle de culture, que je sache, même la culture est un enjeu financier. Donc, soyons beaucoup plus larges, considérons que la culture est un outil de politique, mais c'est aussi un outil économique et financier, mais on doit aller encore beaucoup plus loin. Il peut y avoir une culture du business. Alors, dans votre activité, vous avez lancé en 2018 une alerte sur l'extrême pauvreté et l'envolée démographique en Afrique. Est-ce que 2 ans plus tard, vous vous inquiétez toujours de cette poussée démographique ? Alors, il est un fait qu'on a eu tendance plutôt à avoir des discours pessimistes en ce qui concerne l'Afrique, et après ça, des discours extrêmement louangeurs, disant que l'Afrique était développée ou en voie de développement. Je dirais, l'Afrique reste en état potentiel de développement. On peut parler d'un développement d'une certaine nature lorsqu'on est sur des taux de 5 à 6% sur une durée de 7-8 ans. Mais lorsque vous baissez dans le taux, eh bien, il y a un ralentissement qui est notoire. Premier point. Deuxième élément, j'aimerais rappeler, c'est que grosso modo en Afrique, 70 à 80% de l'économie, c'est de l'informel. C'est-à-dire c'est de l'économie qui n'intègre pas la logique d'État. Ce qui fait que ça ne sponsorise pas les activités publiques. Donc ça pose un problème. Et qui peut d'ailleurs venir en concurrence avec le secteur déclaré. L'autre point qui est extrêmement important, comme vous soulignez, c'est le phénomène démographique. Et le phénomène démographique fait que l'Afrique ne cesse de progresser démographiquement, mais ne sait pas progresser en termes d'employment. Donc vous avez un gap, encore plus de population. Et un taux de croissance insuffisant. Un taux de croissance nettement insuffisant. Monsieur Tribolas-Pierre, nous allons marquer une pause et nous nous retrouvons après cette interruption. Nous revenons à notre émission et notre débat sur les défis de l'Afrique.
Alors, on évoquait la démographie, on peut aussi évoquer, mais pour d'autres raisons, là, parfois, pas seulement des raisons démographiques, mais des raisons de pauvreté, des raisons parfois d'instabilité dans certaines régions, la problématique des flux migratoires, qui concerne aussi bien l'Afrique que l'Europe. Comment voyez-vous ce phénomène ? Alors, il y a un phénomène qui est naturel depuis la nuit des temps. Lorsque vous êtes sur un territoire et que vous n'avez pas les moyens de votre espérance, vous n'avez pas les moyens économiques de votre développement, vous n'avez pas les moyens de votre survie, vous migrez. Donc le phénomène migratoire est un phénomène historique, normal et légitime. Et l'Afrique, ne l'oublions pas, c'est le continent le plus jeune et le plus pauvre de l'humanité. Le plus jeune et le plus pauvre de l'humanité, avec une forte densification de population. Donc qu'il y ait, je dirais, une politique migratoire, c'est évident. Alors après ça, c'est de la faute à qui ? Je pense que bon nombre, notamment, d'États et de chefs d'État ont été assez irresponsables et ont eu tendance à avoir des visions, c'est de la faute aux autres, c'est de la faute à l'histoire. Mais la décolonisation, il y a plus de 50 ans. Donc il y a un moment, il faudrait avoir un discours mature qui n'est pas tenu. Et vous savez, c'est comme dans tout, les peuples d'Europe détestent la Commission, en font un bouc émissaire. Eh bien, un certain nombre de chefs d'État africains et d'États africains font des anciens partenaires des boucs émissaires. Arrêtons avec ce discours qui est daté et saugrenu. Donc par rapport à ceci, les phénomènes migratoires vont aller en s'accentuant parce que la croissance économique n'est pas suffisante. On reste globalement dans un certain nombre d'États sur la vente de la rente, et la rente n'est pas productrice d'emplois, et de surcroît, vous avez une démographie qui est assez forte. Tant qu'on n'aura pas répondu au problème de la maîtrise de la démographie, au problème de l'éducation et de la formation, former pour qui et pourquoi, et mener une politique de développement économique mature, nous ne pourrons qu'assister qu'à des développements de flux migratoires. Alors, vous faisiez état de l'attitude de certains pays qui étaient très présents du temps des colonies en Afrique. Plus récemment, j'imagine que vous sous-entendiez aussi certaines décisions et disons, destitution de chefs d'État. Je pense notamment à la Libye, qui ont un peu déstabilisé la région sur le plan, je dirais, de la menace terroriste et des conflits. Est-ce que vous avez une vision, vous qui êtes passionné de géopolitique, sur ce qui peut encore se produire, notamment dans la région du Sahel ? Alors, première chose, lorsqu'on décide au nom d'un concept qui peut être lutter contre les armes de destruction massive ou mettre fin au terrorisme, on doit réfléchir aux conséquences de ces actes. Force est de reconnaître qu'en Irak, nos Américains avaient perçu des armes de destruction massive qui n'existaient pas. Après ça, ça a été retour à la démocratie sur des mauvais scénarios. Lorsqu'on décide quelque chose, faut-il avoir une solution ? Et là, il n'y avait pas de solution, si ce n'est le fait de dire on va demander à des élites irakiennes vivant aux États-Unis de vouloir instaurer la démocratie. Ça ne s'est pas fait. Bon. On a assisté à la même sornette en Libye, où la France, poussée par un certain nombre d'intellectuels, avait dit il faut une véritable démocratie, il y a des génocides, il y a tout ce qu'on peut imaginer. Mais le problème, c'est qu'on n'avait pas pensé à la réponse. Lorsqu'on regarde l'histoire de la Libye n'a jamais été un territoire homogène. Donc on a découvert, dans le fond, ce qui existait, ce qu'on n'avait pas voulu voir. Et dans le problème de la crise libyenne, on n'a pas réussi à discerner le leader, on a réactivé les chefferies, on a laissé partir les armes, qui étaient en masse, on a laissé partir les mercenaires, et puis ces tombereaux d'argent, qui sont allés après ça vis-à-vis de ces mercenaires qui se sont vendus soit à des islamistes, soit à des chefs de guerre. Si on s'étonne, c'est que nous sommes, je dirais, relativement immatures. Donc après ça, sur la question sur l'arc sahélien,
Sur l'arc sahélien, il n'y aura pas de paix dans les dizaines d'années qui viendront, ça c'est clair. On est dans une situation qui est assez insoluble. Lorsqu'on regarde la géographie physique du paysage, c'est difficilement tenable. Donc il y avait une relative stabilité parce que vous aviez quelques leaders. Au jour d'aujourd'hui, quel peut être le rôle de la Libye? Quel peut être le rôle de l'Algérie? Quel peut être le rôle du Maroc? Quel peut être le rôle notamment du Burkina ou du Niger ou du Mali? On est sur une situation où aucun État n'a la capacité de pouvoir maîtriser le gigantisme de cet espace géographique. Et encore moins l'Europe. Bien sûr, et encore moins l'Europe, bien sûr, c'est évident. C'est évident. D'autant plus que l'Europe, là aussi il faut dire les choses, l'Europe de la défense est une illusion. Il faut dire, bon, si ça fait plaisir aux populations, il faut parler de ceci, mais c'est une illusion. Et je comprends, les petits États n'ont pas à faire d'efforts de défense. C'est aux États majeurs de faire les efforts, et les petits États ont intérêt à laisser les autres faire le job. Vous savez, à un moment en politique, il faut être cynique. Alors imaginez après ça sur la crise sahélienne, mais on dit, certains sont... Voilà. Pourquoi ? Donc, vous savez, chacun voit en fonction, je dirais, de son horloge budgétaire et de son horloge électorale. Alors, vous évoquez le Maroc et le tissu économique qui se développe de manière assez remarquable. Faut-il pas, alors, sur le terrain de la politique internationale, juger positivement ce qui se passe maintenant depuis quelques années, à savoir que ce pays a rejoint l'Union africaine, est aux portes de la CEDEAO et que Sa Majesté le roi Mohamed VI porte beaucoup d'intérêt, notamment dans la coopération sud-sud. Alors, le rôle mené par le Maroc est un retour à l'histoire. C'est un retour à l'histoire et le Maroc ne fait que retrouver une position qui a été et qui doit être la sienne. Alors, ce qui n'a pas été évident au sein de l'Union africaine, puisqu'il y avait quand même une opposition, il faut dire les choses telles qu'elles sont, un de ses voisins n'a pas vu d'un bon œil le fait que le Maroc réintègre et intègre l'Union africaine. Mais ça fait partie, malheureusement ou heureusement, du jeu, je dirais, des États qui sont proches, et il y a des oppositions qui font que. Alors après ça, sur le développement économique, là, il y a une politique qui est saine, qui est efficiente, et elle est menée par un certain nombre d'acteurs. Je pense notamment à l'apport qu'amène Royal Air Maroc sur les dessertes en Afrique. Je pense à cette dynamique économique avec Attijari. Et on pourrait citer différents grands acteurs qui essaient de répondre à des vrais besoins identifiés dans les territoires subsahariens. Alors, après ça, il y aura peut-être un bémol, c'est-à-dire ce que l'on peut supporter en termes parfois de dilettantisme d'un acteur occidental sera sans doute moins acceptable pour un acteur subsaharien. Donc là, il y aura sans doute... ces sensibilités différentes. Bien sûr, bien sûr. Ce qu'on peut accepter peut-être d'un acteur occidental sera peut-être moins toléré d'un acteur, entre autres marocain. Ce qui ne veut pas dire, dans mon propos, que le Maroc n'a pas toute sa place. Mais il est toujours important d'avoir les vertus d'humilité, et souvent on dit « je laisse le temps au temps ». Mais le temps au temps peut être perçu différemment en Afrique subsaharienne que de ce côté-ci. Alors que le Maroc pourrait servir en réalité d'exemple dans des tas de domaines. On a parlé des flux migratoires, la politique de migration est assez remarquable. Ils ont converti 50 000 migrants sur le marché du travail, donc beaucoup de choses qui ont été d'ailleurs louées par les Nations Unies. Mais je pense aussi dans des domaines énergétiques où ils ont développé... n'ayant pas, et c'est peut-être une chance, d'énergie fossile, des énergies renouvelables, un volume incroyable qui pourrait inspirer des voisins et des voisins plus lointains, mais des pays d'Afrique. Vous pensez que par ces sensibilités, ce ne sera pas simple de faire école au-delà des frontières du royaume chérifien ? Non, ce sera possible, mais il y aura le sentiment d'humilité et de savoir qu'on est attendu
Mais faut-il effectivement avoir ce phénomène d'humilité? Vous savez, lorsque tout va, on ne s'imagine pas que ça puisse se fissurer. Et souvent, on tolère beaucoup plus de quelqu'un qui est très éloigné que quelqu'un qui est très proche. Ça, c'est une donnée qui est humaine. Donc c'est à prendre en ligne de compte. En tout cas, je pense qu'on ne peut que se louer du rayonnement et de l'action menée par le Maroc en Afrique subsaharienne. Lorsqu'on regarde les actions qui sont menées en domaine économique, industriel et même énergétique, c'est totalement louable. Alors, pour terminer, il y aura un sommet France-Afrique au mois de juin, à Bordeaux, si je ne m'abuse. Absolument. Il y a déjà eu pas mal de sommets en tout genre. Si vous regardez la relation plus particulière de la France avec l'Afrique, comment voyez-vous l'évolution? Je pense qu'il faut une évolution qui soit en maturité. Je pense qu'aujourd'hui, on voit différents grands acteurs qui interviennent, turcs notamment, entre autres en Libye, chinois, américains, brésiliens, maintenant avec un peu plus de nuances. Il y a une foule d'acteurs et le discours de l'Europe n'est pas très cohérent. Il est temps qu'on rentre en cohérence et qu'on manifeste, je dirais, plus sincèrement et plus visiblement la façon dont on souhaite avancer. Et en la circonstance, je pense qu'il serait temps qu'on remette peut-être en cause les politiques d'aide. Je pense que l'Afrique n'a plus besoin d'aide, elle a besoin d'accompagnement. De partenaires. C'est exactement ça. Toute dernière question pour être un peu dans l'actualité. Vous parliez des Chinois. Les Chinois sont très présents et ont un autre mode de collaboration, dirions-nous, entre guillemets, avec l'Afrique. Est-ce que la crise chinoise liée maintenant au coronavirus pourrait avoir un impact sur la présence chinoise en Afrique? Alors, tout d'abord, soulignons ce que peu d'acteurs ont souligné. Les autorités politiques à l'égard du monde ont perdu la face. Ce qui veut dire, c'est extrêmement important. Ils ont perdu la face. Et notamment face aux Américains. Non, mais au reste du monde. Ouais. Au reste du monde, on ne peut pas leur en vouloir au départ d'avoir menti. Mais les faits sont là. Premier point. Et sur leur incapacité à savoir maîtriser un phénomène qui était détectable début décembre. Par rapport à ceci, ce phénomène, on va assister à un ralentissement de l'activité économique. Un certain nombre de composants ne seront plus livrés, une baisse notamment de l'activité touristique, une baisse de l'activité aérienne, et très certainement le fait comment assurer le déplacement de leurs travailleurs sur d'autres zones et les interrogations des peuples à les accueillir. Il est évident que ce qui se passe ne sera pas sans conséquences politiques et économiques pour la Chine. Et bien sûr, conséquences pour l'ensemble des États du monde et l'Afrique, entre autres. Nous devons, M. Tribault-Laspierre, clôturer sur cette note liée à l'actualité récente. Je vous remercie beaucoup pour votre participation et très intéressante intervention. Pour ma part, chers téléspectateurs, je me réjouis déjà de vous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle émission Europe-Afrique.